Le 3 janvier 1990, près de la ville de Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis, un homme est repéré par la police en train d'uriner sur un pont. Voyant la police, l'homme en question remonte très vite dans sa voiture et démarre en trombe. Il est tout de suite pris en chasse par la police et est arrêté quelques kilomètres plus loin. Cet événement allait mettre un point final au périple macabre d'un des tueurs en série les plus effroyables de l'État de New York. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante de Arthur Shawcross, aussi surnommé The Genesee River Killer, ou le tueur de la rivière Genesee en français. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Arthur Shawcross est né le 6 juin 1945 à l'hôpital naval de Kittery, dans l'État du Maine, aux États-Unis. Il est l'aîné des 4 enfants du couple formé de Arthur Roy et de Bessie Shawcross. La famille Shawcross renvoyait une image très classique de la middle class américaine, c'est-à-dire une famille d'apparence très unie et très impliquée dans les activités et dans la vie religieuse de la ville. Mais dans la vie de tous les jours et comme dans toutes les familles, les Shawcross avaient des spécificités et bien entendu des secrets. Arthur Roy Sr., par exemple, le père d'Arthur, était dans l'armée américaine et avait participé au combat de la Seconde Guerre mondiale. Durant son déploiement dans le Pacifique et avant de faire la connaissance de sa future femme, Bessie, Arthur Roy fera la rencontre d'une jeune femme australienne nommée Thelma June. Une rencontre qui se conclura par un mariage en 1943 et finalement la naissance d'un enfant. Cependant, Arthur Roy, le père d'Arthur, décida de fuir ses obligations et à son retour aux États-Unis, il coupa définitivement les ponts avec Thelma June. Une ancienne vie qui l'omettra bien entendu d'en parler à sa future femme. Mais comme nous le savons, tout finit par se savoir un jour ou l'autre. Bessie, la mère d'Arthur, était une femme au foyer avec un dogme d'éducation extrêmement strict. Elle était très dominatrice et n'hésitait pas à punir ses enfants par la violence. Malgré tout, elle était considérée par leur entourage comme une bonne mère. C'est dans cet environnement très particulier que va voir le jour Arthur, et plus tard le reste de la fratrie, Donna, Jenny et James. Mais revenons en 1945. La petite enfance d'Arthur était somme toute plutôt normale pour une famille de cette époque. Arthur était un bébé plutôt calme et sage. Selon les psychiatres qui vont étudier plus tard le cas d'Arthur, il est néanmoins probable que le petit Arthur commençait déjà à développer à cet âge une sorte d'instabilité émotionnelle. Certains signes rapportés par la famille plus tard pourraient venir appuyer cette théorie. L'un des oncles d'Arthur rapportera par exemple qu'il l'avait toujours trouvé bizarre sur les photos de famille. En effet, à cet âge, les bébés sont soit souriants, soit en pleurs, mais toujours, quoi qu'il en soit, attirés par un élément de leur environnement. Le petit Arthur, quant à lui, sur les photos de famille, paraissait toujours comme ayant les yeux dans le vide, et ne souriait ou pleurait jamais, et ne montrait même aucune expression. Un autre élément vient potentiellement aussi appuyer cette théorie. Sa mère, Bessie, racontera plus tard que les rares fois où le petit Arthur pleurait, il ne pleurait que d'un seul œil. D'après les médecins, ce pourrait être le signe d'un problème neurologique. Malgré cela, la petite enfance d'Arthur se passe normalement. Et à ce stade, aucun événement majeur n'est à signaler. En 1948, la famille Shawcross décide de déménager et de construire leur maison sur un terrain offert par le grand-père d'Arthur, près de la ville de Watertown, dans l'État de New York. Quelque temps plus tard, en 1950, alors âgé de 5 ans, Arthur Shawcross intègre l'école élémentaire General Brown, dans la ville de Watertown. Les premiers temps, tout se passe très bien pour Arthur. Il avait de très bonnes notes et avait beaucoup d'amis. Mais plus le temps passait, plus Arthur commençait à agir bizarrement. Il était évident que son état mental se dégradait. À l'école, il devenait de plus en plus solitaire et commençait aussi à se créer des amis imaginaires
avec lesquels il avait de longues conversations. Durant ces conversations, il modifiait sa voix comme pour mettre en relief les différents caractères de ses personnages imaginaires. Ses professeurs remarquaient aussi que régulièrement, Arthur régressait pour parler dans un langage de bébé. À la maison, son entourage remarquait aussi de profonds changements. Toutes les nuits, Arthur se réveillait en sursaut, victime de terreurs nocturnes et de cauchemars. En plus de ces terreurs nocturnes et de ces cauchemars, Arthur aura toujours une énurésie chronique. L'énurésie est le fait d'uriner fréquemment dans son sommeil, à l'âge où la propreté est normalement acquise. En 1952, alors âgé de 7 ans, Arthur commence à être harcelé par les élèves de son école. Passif dans un premier temps, il commencera à réagir de manière très violente, rentrant dans des rages et des colères incontrôlables à certains moments. Ses camarades de classe diront plus tard qu'à cette période, Arthur les effrayait réellement. Il commençait aussi à mentir de manière régulière, ce qui avait le don d'agacer son entourage. En 1953, alors âgé de 8 ans, les notes d'Arthur, qui étaient encore correctes jusque-là, commencent à s'effondrer. Ses professeurs, remarquant cette dégringolade, suggèrent qu'Arthur soit soumis à une évaluation psychologique. Une évaluation que les parents vont accepter. L'évaluation psychologique dira que le changement de comportement d'Arthur était dû à l'hostilité et au rejet qu'il ressentait au contact de sa famille. Un test de QI sera aussi pratiqué, révélant qu'Arthur avait un QI de 86, soit un chiffre en dessous de la moyenne. L'évaluation se conclura en disant que ses notes avaient chuté car il n'arrivait tout simplement plus à suivre le rythme de ses camarades. Durant cette évaluation psychologique, Arthur va déclarer être abusé sexuellement par sa mère. Cette affirmation sera très fortement niée par celle-ci. Aucun élément ne permet à ce jour de confirmer ces accusations. Mais selon les enquêteurs qui travailleront sur son cas plus tard, il est fort probable que ces déclarations soient des mensonges. Et vous le verrez plus tard, ce ne sera pas la dernière fois. Après cet événement, la mère d'Arthur, Bessie, déclara qu'Arthur était le fléau de sa vie. En classe, le caractère du nouveau Arthur commence à se dessiner. Il était devenu un enfant explosif et colérique. Il était incapable de comprendre le second degré, le sarcasme, l'ironie ou même l'humour, et avait globalement du mal à bien comprendre le fonctionnement des choses de la vie. Ses camarades remarqueront aussi qu'Arthur était incapable d'éprouver de l'empathie. En 1953, Arthur commence à torturer et tuer des animaux. Ses camarades le voyaient souvent se promener avec un animal empalé sur une branche de bois et porté tel un baluchon. Je pense que vous me voyez venir. D'abord l'énurésie et maintenant la torture d'animaux. Nous avons 2 des 3 correspondances d'une triade de MacDonald. La triade de MacDonald est une théorie mettant en avant 3 composantes d'un comportement menant au tueur en série. Les 3 composantes sont l'énurésie, la cruauté animale et la pyromanie. Vous verrez que la 3e composante ne va pas tarder à faire surface. Parallèlement, la détérioration mentale d'Arthur continuait de plus belle, comme par exemple ce jour de 1953 où son cousin le surprend en train de viser son propre père, Arthur Roy, avec un fusil. Son cousin, surpris, le confronte sur ce qu'il faisait. Arthur lui répond alors « D'ici, je peux facilement tuer mon père ». Dès 1954, à l'école, les choses empirent davantage. D'abord harcelé, Arthur devient lui-même harceleur, s'attaquant aux plus petits que lui et aux plus faibles. En 1954, la mère d'Arthur, Bessie, découvre finalement le secret de son mari Arthur Roy. Vous vous souvenez de son enfant caché en Australie. Et comme vous vous en doutez, cette découverte va créer une tension palpable au sein du couple. Il en résulte que Bessie va radicalement changer et va devenir de plus en plus agressive envers son mari. Et par conséquent, Arthur Roy, son mari, va lui encore plus se renfermer sur lui-même. Cette tension palpable va mener le jeune Arthur à fuir de plus en plus souvent la maison familiale. La même année, toujours âgé de 9 ans, Arthur va subir la première commotion cérébrale d'une longue série. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville de Watertown, il reçoit une pierre de plein fouet sur la tête. Nous ne saurons jamais qui a envoyé cette pierre, mais le fait est que Arthur tombera sur le coup dans l'inconscience et sera amené à l'hôpital. Une commotion cérébrale y sera donc diagnostiquée. Les années passent de cette manière et Arthur devient de plus en plus instable, sombrant dans un état mental de plus en plus obscur. En 1956, alors âgé de 11 ans, Arthur Shawcross bascule dans la délinquance en commettant des vols et des agressions. Au même âge, il est aussi mis à pied par l'école pour avoir participé ou même provoqué des bagarres. En parallèle, ses cauchemars continuaient, ainsi que son énurésie.
Et il continuait aussi à parler à ses personnages imaginaires. C'est à cet âge aussi qu'il commence à développer une véritable fascination pour le feu. Et voilà, vous voyez, la triade de McDonald est maintenant complète. Quelques événements vont aussi subvenir la même année. Un soir, lors d'une réunion familiale, un de ses cousins va se moquer de lui. Arthur va alors, et soudainement, se jeter sur son cousin et commencer à le frapper à la tête. Les autres membres de la famille devront s'y prendre à plusieurs pour pouvoir les séparer. Cet événement fera dire à sa mère, Bessie, qu'un jour, ce garçon finira par tuer quelqu'un. Un autre jour, ne supportant pas que sa cousine sorte avec un garçon, il décide de lui donner une leçon. Arthur se cache derrière un buisson et lorsque sa cousine passe devant lui, il se jette sur elle et commence à la frapper avec une batte de baseball. Le petit ami de sa cousine interviendra à temps pour l'arrêter. En parallèle à tout cela, il continuait de tuer des animaux et à les cacher dans les voitures des membres de sa famille. En 1959, alors âgé de 14 ans, Arthur finit par intégrer la Waterton High School pour ses études secondaires, continuant son parcours scolaire tant bien que mal. En 1961, alors âgé de 16 ans, Arthur intègre l'équipe de lutte de l'école. Mais il en sera très vite expulsé après de nombreuses violences commises envers ses adversaires. Son entraîneur remarquera qu'Arthur n'arrivait pas à maîtriser sa colère. Après son passage très bref dans l'équipe de lutte, Arthur essaye d'intégrer l'équipe de baseball de l'école. Sans grand succès, il n'était pas vraiment un grand sportif. Il se tournera néanmoins finalement vers l'athlétisme. C'est lors d'un entraînement d'athlétisme qu'Arthur va subir un second choc violent à la tête. En effet, alors qu'il se tenait sur la piste de course, il reçoit de plein fouet un disque de lancer de disque sur la tête. Il tombe immédiatement dans l'inconscience et est emmené à l'hôpital sur le champ. Là aussi, le diagnostic révèle une commotion cérébrale. En 1962, Arthur, alors âgé de 17 ans, ne se présentait déjà plus à l'école et décide de complètement se déscolariser. À partir de ce moment, il va commencer à enchaîner les petits boulots comme assistant dans une ferme ou encore dans une entreprise de couverture. Mais en parallèle, il va aussi rentrer de plus en plus dans la délinquance en commettant de nombreux vols et autres cambriolages. En décembre 1963, à 18 ans, Arthur est arrêté par la police après avoir fracturé la vitrine d'un magasin dans le but de dérober la caisse. Il sera jugé pour ce méfait et écopera de 6 mois de prison avec sursis. Le sursis a finalement été décidé car le vol en lui-même n'a pas été commis. Après cet événement, il reprend sa vie tranquillement. La même année, lors d'une journée de travail dans la société de couverture, Arthur, ayant oublié de mettre son casque de protection, va recevoir lourdement une masse sur lui et subir son 3e choc violent sur la tête. Il tombera immédiatement dans l'inconscience et sera emmené à l'hôpital. Les examens révéleront une nouvelle fois une commotion cérébrale. Ces différents chocs sur la tête ne sont pas anodins dans cette histoire. Plus tard, des radios de la tête d'Arthur montreront que ces différentes commotions ont fini par créer un kyste au niveau de son lobe frontal. Il est probable qu'il puisse y avoir un lien entre ces chocs et ces variations d'humeur soudain. Début 1964, Arthur fait la rencontre de Sarah Chatterton, 20 ans. Après quelques mois durant lesquels ils vont se fréquenter, le couple finit par se marier en septembre 1964. Et ils déménagent dans une caravane sur un terrain appartenant aux parents de Sarah. Le 12 octobre 1965, Sarah donne naissance au premier enfant du couple, Michael. Une naissance qui ne va pas réjouir Arthur, lui qui ne voulait pas d'enfant. En novembre 1965, Arthur est arrêté en flagrant délit lors d'un cambriolage d'une maison et est condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Quelques jours après sa sortie du tribunal, il agresse un enfant qui venait de jeter une boule de neige sur sa voiture. Après un accord de plaidoyer, il écopera de 6 mois de prison avec sursis pour cet événement. Le juge ordonnera aussi qu'une évaluation psychiatrique soit effectuée sur Arthur. Le diagnostic des psychiatres dira qu'Arthur est un individu instable émotionnellement et qu'il réagit de manière excessive face à une situation de stress mineur. Mais le rapport se conclura en disant qu'Arthur ne représente pas un danger pour lui-même ni pour la société. Après cet événement, Sarah, sa femme, décide de demander le divorce. Et Arthur cédera totalement la garde de son enfant. Il ne le reverra d'ailleurs plus jamais. Après son divorce, Arthur décide de mettre de l'ordre dans sa vie et sous les conseils de ses parents, il décide de s'engager dans l'armée américaine. Le 7 avril 1967, Arthur Shawcross, alors âgé de 22 ans, décide donc de s'engager dans l'armée américaine. Petit rappel historique, depuis 1955, les États-Unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam. En 1967, les États-Unis se trouvent donc en manque cruel de nouveaux engagés. Et l'accès à l'armée est donc très fortement facilité.
C'est aussi pour cette raison que les antécédents d'Arthur ne seront pas vérifiés de manière approfondie avant son engagement. Arthur débute donc sa basic training dans la base de Fort Benning, en Géorgie. La basic training est l'engagement de base de chaque nouvel engagé de l'armée américaine, avant d'être affecté officiellement à un bataillon. Au bout de 3 mois, la basic training d'Arthur se termine et il sera affecté dans les services de logistique de l'armée. Durant sa basic training, Arthur fera la rencontre de Linda Neri, une barmaid du bar McFarland Loft, situé à quelques minutes à pied de la base. Après quelques semaines durant lesquelles Arthur et Linda se fréquentent régulièrement, le couple se marie malgré le fait que Linda trouvait Arthur inflexible et rude. À partir de l'été 1967 jusqu'en septembre 1968, Arthur sera envoyé au Vietnam et sera affecté au 4e régiment d'infanterie en tant que logisticien hors combat. Les rapports militaires sont formels. Arthur ne participe à aucune opération sur le terrain et à aucun combat. Il affirmera néanmoins tout au long de sa vie qu'il était une sorte de super soldat, tuant lui seul une trentaine d'ennemis. Plus tard, lors d'une interview donnée à certains journaux, il se vantera non seulement d'avoir tué des ennemis, mais aussi d'avoir tué 2 Vietnamiennes et d'avoir mangé leur corps. Il est difficile de dire si ce point est réel ou pas, mais selon l'armée, il s'agit plutôt d'affabulation que de faits réels. Peut-être Arthur était-il en train d'exprimer ses fantasmes les plus sombres. Après son retour du Vietnam en 1968, Arthur sera affecté sur la base militaire de Fort Sill, dans l'Oklahoma. Durant cette période, le couple semble vivre une vie normale. En mars 1968, Arthur faisait des travaux dans la maison du couple lorsqu'il perd l'équilibre et tombe de son échelle, heurtant sa tête lourdement au sol. Il tombe dans l'inconscience et est amené d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic montrera qu'Arthur avait subi une 4e commotion cérébrale. Après sa chute, Arthur va tomber dans une dépression sévère et ses supérieurs à l'armée demanderont qu'une évaluation psychiatrique soit effectuée à la base. Le diagnostic du psychiatre militaire ne sera pas dévoilé dans son intégralité, mais la conclusion du diagnostic préconisait qu'Arthur soit interné dans un hôpital psychiatrique pour y être pris en charge. Arthur et sa famille refuseront catégoriquement qu'il soit interné, et il refusera tout traitement médicamenteux. Quelques jours après cette évaluation, le chiot que le couple avait acquis s'approche d'Arthur et commence à lui mordiller la jambe. D'un coup, et dans un accès de colère, Arthur se jette sur le chien et le tue. Linda, sa femme, ayant assisté à la scène, dira plus tard qu'elle avait été effrayée par la rapidité à laquelle Arthur avait changé d'état d'esprit, passant d'un calme olympien à une fureur meurtrière en une fraction de seconde. Linda avouera qu'à partir de cet instant, elle avait peur de lui. Au printemps 1969, Arthur termine officiellement son contrat avec l'armée et retourne dans la vie civile. Le couple décide alors de déménager dans la ville de Watertown, dans l'État de New York. À la même période, Linda tombe enceinte. En avril 1969, sur l'insistance de sa femme, Arthur trouve un travail dans une usine d'emballage. Mais très vite, Arthur, éloigné du cadre militaire, perd pied et commence à boire. Durant cette période, il devient aussi violent et agressif envers sa femme Linda. Une violence qui trouvera son paroxysme le jour où celle-ci va lui faire face suite à une remarque désobligeante à son encontre. Arthur va alors se lever, se diriger vers Linda et commencer à la frapper à coups de poing. Linda perdra son enfant suite à cette altercation. Après cet événement, Linda va demander le divorce et Arthur déménage chez un ami. Durant son séjour chez son ami et à bout suite à son divorce, il met le feu à une grange voisine et à une usine laitière. Il est pris sur le fait et est arrêté sur le champ par la police. Il passera une nouvelle fois devant le juge et sera condamné à 5 ans de prison. Il purgera sa peine dans le centre correctionnel d'Auburn, dans l'État de New York. Arthur sera finalement libéré après 2 ans de prison, le 18 octobre 1971. Une peine raccourcie pour bonne conduite après avoir protégé un gardien de prison durant une émeute. Après sa sortie de prison, il retourne donc chez ses parents dans la ville de Watertown et trouve un travail dans le département des travaux publics de la ville. En février 1972, Arthur croise la route de Penny Sherbino, une amie d'enfance. Et très vite, ils commencent à se fréquenter régulièrement. Penny tombe très vite enceinte d'Arthur et le couple déménage ensemble dans le quartier de Cloverdale, près de la ville de Rochester, dans l'État de New York. Le 22 avril 1972, le couple se marie. Tout semblait aller pour le mieux pour Arthur et semblait avoir trouvé son équilibre. Mais la réalité était tout autre. Arthur était en réalité un volcan prêt à exploser et à répandre la mort sur son chemin.
Nous sommes maintenant en 1972. Arthur Shawcross est revenu du côté de Rochester, dans l'État de New York, et semble s'être rangé après des années d'errance. Mais en réalité, le monstre était prêt à se réveiller. Le 6 mai 1972, Jack Blake, 10 ans, est porté disparu. Quelques jours avant la disparition du petit Jack, celui-ci raconte à sa mère qu'il était parti pêcher sur la rivière Genesee avec un homme plus âgé. Furieuse de cette nouvelle, la mère de Jack lui demande de ne plus jamais s'approcher de cet inconnu. Le même jour, Arthur Shawcross se présente chez les parents de Jack et leur demande l'autorisation d'amener Jack à la pêche le lendemain. Les parents de Jack, surpris par cette approche, refusent catégoriquement. Le jour de sa disparition, Jack demande à sa mère s'il pouvait aller se promener en ville. Sa mère accepte, mais le prix d'être de retour avant le dîner. Les heures vont passer et Jack ne reviendra pas. Vers 22h30, la mère de Jack appelle tous ses amis et la police, dans le but de signaler sa disparition. La mère de Jack leur fait part de ses suspicions concernant Arthur Shawcross. La police se rend immédiatement à l'appartement d'Arthur et le confronte concernant la disparition de l'enfant. Mais celui-ci niera avoir vu Jack ce jour-là. N'ayant rien contre lui, Arthur ne sera pas inquiété. Les jours suivants, les recherches vont continuer, mais celles-ci ne donneront rien. Le 17 mai 1972, Arthur agresse un groupe d'enfants sur un des terrains de jeu de la ville. La police l'arrête et il reçoit une amende de $10. Le 2 septembre 1972, Karen Ann Hill, 8 ans, demande à sa mère si elle pouvait sortir dans le jardin de la maison pour jouer. La mère de Karen autorise sa fille à sortir. Parallèlement, la mère de Karen reprend le cours de ses occupations. Au bout de quelques minutes, la mère de Karen regarde par la fenêtre de la maison pour jeter un œil sur sa fille. Mais elle se rend compte que Karen avait disparu. Quelques heures plus tard, le corps de Karen Ann Hill est retrouvé près de la rivière Genesee. La jeune fille avait été étranglée. Une succession d'événements et de témoignages à partir de 14h le lendemain de la découverte du corps vont mener à Arthur Shawcross. En effet, son vélo marron a été vu simultanément près de la maison de Karen et quelques heures plus tard à quelques mètres du lieu où a été trouvé le corps. Arthur sera convoqué au poste de police le jour même et va nier avoir vu la jeune fille. Mais au bout de quelques heures d'interrogatoire, sa langue va peu à peu se délier et il va avouer à demi-mot avoir tué la jeune fille. Le 3 septembre 1972, Arthur Shawcross est donc arrêté pour le meurtre de Karen Ann Hill. Arthur fut de nouveau interrogé sur la disparition de Jack Blake, mais celui-ci n'avouera pas le meurtre de Jack. Mais il dira savoir où se trouvait potentiellement le corps. Il dit à la police vouloir passer un accord en échange de l'information du lieu où se trouvait le corps du jeune garçon. L'accord est passé et Arthur donne la localisation du corps de Jack Blake. Son corps sera retrouvé le 6 septembre 1972. Suite à l'accord conclu, Arthur Shawcross plaide coupable du meurtre de Karen Ann Hill. Il est reconnu coupable de meurtre au second degré et est condamné à une peine de 25 ans. Aucune charge ne sera retenue contre Arthur concernant le meurtre de Jack Blake. Arthur purgera sa peine dans le pénitencier d'État de New York, à Greenhaven. Après son incarcération, Arthur et Penny vont divorcer. Plus tard, durant son incarcération, Arthur commence à échanger des lettres de plus en plus fréquentes avec une femme nommée Rose Wally. Au bout de quelques mois, Arthur avouera l'aimer et vouloir l'épouser à sa sortie de prison. Toujours durant son incarcération, en 1973, 1976 et 1977, une succession d'évaluations psychiatriques seront effectuées sur Arthur. Chacune des évaluations montrera qu'Arthur avait un comportement antisocial, avec un très fort taux de récidive. Et c'est ainsi qu'en 1982, la commission de libération conditionnelle rejette la demande d'Arthur Shawcross pour une libération anticipée. Les années passent et en 1987, Arthur fait une nouvelle demande de libération anticipée. Le directeur exécutif de la division des libérations conditionnelles va cette fois-ci défendre la demande de libération d'Arthur, considérant, après avoir discuté avec lui, que celui-ci était de bonne foi. Et c'est ainsi que le 28 avril 1987, après seulement 15 années de prison pour le meurtre de 2 enfants, Arthur Shawcross est libéré sur parole contre l'avis des psychiatres. Cette décision totalement incompréhensible a fait couler beaucoup d'encre en 1987 et continue à être citée aujourd'hui comme une absurdité totale. Quoi qu'il en soit, la justice américaine venait de remettre dans la nature un prédateur impitoyable et assoiffé de sang. Et ce qui devait arriver allait forcément arriver. Dès sa sortie de prison en avril 1987, Arthur retrouve Rose Wally
la femme avec qui il entretenait une relation épistolaire et à laquelle il avait promis un mariage dès sa sortie de prison. Et très vite, le couple décide d'emménager dans la ville de Binghamton, dans l'état de New York. Mais aux États-Unis, les casiers judiciaires étant accessibles à tous sur simple demande, Arthur et Rose ne seront pas bien accueillis par la communauté de leur nouvelle ville. Et très vite, ils seront obligés de déménager suite à la pression publique. Ils tenteront leur chance dans la ville de Delp et dans la ville de Fleischmann, avec le même résultat. À Fleischmann, une révolte fourche en main sera même menée par le maire lui-même pour forcer leur départ. Le 29 juin 1987, les autorités décident de déplacer Arthur et Rose dans la ville de Rochester, dans l'état de New York. Le 13 juin 1987, l'agent en charge du dossier d'Arthur décide que la police locale ne doit être informée que du fait qu'Arthur soit un ancien détenu, mais en aucun cas de la nature de sa condamnation. Il décide donc de sceller le casier judiciaire d'Arthur Shawcross. Oui, vous avez bien entendu. Comme vous le voyez, tout a été mis en place pour ouvrir la voie aux pulsions d'Arthur Shawcross. Mi-octobre 1987, Arthur et Rose se marient. À la suite de leur mariage, Arthur trouve un travail dans une usine d'emballage de produits maraîchers. En janvier 1988, Arthur commence à fréquenter une autre femme, nommée Carla Neal. Dès 1988, Arthur va aussi commencer à fréquenter les quartiers chauds de la ville de Rochester, et plus particulièrement la Lyell Avenue. Et très vite, cette avenue, connue pour être le lieu de rendez-vous des prostituées, deviendra son lieu de chasse. Durant ses escapades nocturnes, Arthur utilisera le pseudonyme de Mitch ou Mike. Retenez bien ces noms. Nous y ferons de nouveau mention un peu plus tard dans l'histoire. Le 24 mars 1988, le corps de Dorothy Blackburn, 27 ans, est retrouvé dans le lit de la rivière Genesee. Elle avait été étranglée et montrait des traces de morsures sur son corps. Quelques parties de son corps étaient aussi manquantes. La police va ouvrir une enquête, mais ne trouvera aucune preuve marquante exploitable. Dorothy était une prostituée et avait été vue pour la dernière fois sur Lyell Avenue à Rochester. Le 9 septembre 1989, le corps de Anna Marie Stephen, 28 ans, est retrouvé sur les rives de la rivière Genesee. Elle avait été étranglée et jetée dans un sac poubelle. Anna Marie était aussi une prostituée de Rochester. Le 21 octobre 1989, le corps de Dorothy Keller, 59 ans, est retrouvé sur Seth Green Island, sur la Genesee River. Elle avait été tuée avec une arme contondante. Contrairement aux deux autres victimes, Dorothy Keller n'était pas une prostituée, mais une sans-abri de Rochester. Le 27 octobre 1989, le corps de Patricia Eve, 25 ans, est retrouvé sur un site de construction près de la rivière Genesee. Elle avait été étranglée. Patricia était une prostituée de Rochester. Après la mort de Patricia, la presse s'empare du sujet en émettant l'hypothèse de l'existence d'un tueur en série dans la région de Rochester. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît pour la première fois le surnom de The Genesee River Killer, ou le tueur de la rivière Genesee en français. De son côté, la police commence aussi à noter des similitudes entre les différentes victimes et soumettent l'idée que la manière dont ont été laissés les corps des victimes suggère que le tueur devait avoir un passé militaire. Mais bien entendu, à ce moment, aucune piste ne menait directement à Arthur Shawcross, et celui-ci continuait sa vie tranquillement. La police va aussi commencer à arpenter les rues à la rencontre des prostituées pour les alerter du danger. Ils mettent aussi des policiers en civil sur Lyell Avenue pour récupérer de potentielles informations. En parallèle, la police va aussi récupérer auprès des habitués de Lyell Avenue à Rochester le plus d'informations possibles sur un potentiel client ayant des agissements bizarres ou encore violents. Et très vite, un nom va faire son apparition de manière récurrente. Celui d'un certain Mitch ou Mike, qui était bizarre et violent. Vous vous rappelez de ce surnom? C'est celui qu'Arthur utilisait pour ses escapades nocturnes. La police recherche aussi dans ses dossiers si des criminels s'étaient établis dans la région récemment. Mais comme vous le savez, le casier judiciaire d'Arthur étant à présent scellé, cette recherche fera chou blanc. Le 5 novembre 1989, le corps de Mary Welch, 22 ans, est retrouvé étranglé. Mary était une prostituée de Rochester. Le 11 novembre 1989, le corps de Frances Brown, 22 ans, est retrouvé dans le lit de la rivière Genesee. Elle avait été étranglée et mutilée. Frances était aussi une prostituée de Lyell Avenue. Le 15 novembre 1989, le corps de Kimberly Logan, 30 ans, est découvert près de la rivière Genesee. Elle avait été battue, étranglée et mutilée. Le 23 novembre 1989, le corps de June Scott, 30 ans, est retrouvé dans un champ près de la rivière Genesee. Son corps était horriblement mutilé
et elle avait été étranglée. Et bien entendu, des parties de son corps étaient manquantes. Après le meurtre de June Scott, la police, se voyant dans une impasse, fait appel au FBI pour leur venir en aide. Le FBI rentre alors dans la boucle et commence à établir un profil, que voici. Il s'agirait d'un homme blanc, entre 20 et 30 ans. Il serait établi dans la région de Rochester. Il devait aussi sûrement connaître les femmes qu'il tuait et se montrer très à l'aise en présence de leurs cadavres. Il devait sûrement revenir sur les lieux des jours après les meurtres pour revivre ses crimes. Cette dernière analyse se trouvera être extrêmement pertinente pour la suite de notre histoire. Le 27 novembre 1989, le corps d'Elizabeth Gibson est retrouvé dans les bois près de la rivière Genesee. Elle avait été étranglée et mutilée. Lors de leur enquête, la police apprendra qu'un certain Mitch avait été vu avec elle la veille de sa disparition. Le 15 décembre 1989, le corps de Darlene Trippi, 32 ans, est découvert. Elle avait été étranglée et mutilée. Les victimes se succèdent les unes après les autres à un rythme de plus en plus frénétique. La police n'avait encore aucune piste, et de son côté, Arthur continuait sa vie tranquillement. Et rien ne semblait pouvoir mettre un terme à son périple macabre. Mais les choses allaient très vite changer. Le 31 décembre 1989, un garde forestier de Northampton trouve un jean dans lequel se trouve une carte d'identité appartenant à Felicia Stephens. Le 2 janvier 1990, l'équipage d'un hélicoptère de la police étant à la recherche du corps de Felicia Stephens trouve un autre corps de femme allongé dans le lit de la rivière, près d'un pont. La femme en question n'était pas Felicia, mais June Cicero, 34 ans. Elle aussi avait été mutilée et étranglée. La police, se basant sur le profil du FBI, décide de ne pas enlever tout de suite le corps de la victime, mais d'organiser une surveillance autour du corps dans le cas où le tueur reviendrait sur les lieux du crime. Et ce pari va finalement porter ses fruits. Le 3 janvier 1990, l'hélicoptère de la police repère un homme arrêté sur le pont surplombant le corps de la victime, debout près de sa camionnette en train d'uriner. Dès que celui-ci repère l'hélicoptère, il se précipite dans sa voiture et démarre en trombe. Le policier Frank McCaffrey de la police d'État de New York se lance alors à sa poursuite. L'homme est arrêté à quelques kilomètres de là et ses papiers sont contrôlés. Il s'agissait d'Arthur Shawcross. Il expliquera au policier qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence et qu'il ne s'est arrêté que pour uriner. Et la police le laissera partir. Mais le lendemain, le 4 janvier, Arthur est convoqué en bonne et due forme pour clarifier quelques points de sa déclaration de la veille. Après quelques heures d'interrogatoire, le 5 janvier 1990, Arthur Shawcross avoue enfin les 11 meurtres, en donnant tous les détails possibles. Il ne faisait aucun doute, le tueur de la rivière Genesee était mis hors d'état de nuire. Le périple macabre de Arthur Shawcross allait s'arrêter là. Les aveux d'Arthur Shawcross étaient complets. Il donnera les noms de toutes les victimes et expliquera les raisons l'ayant poussé à les tuer. Des raisons d'ailleurs tout aussi farfelues les unes que les autres. Il expliquera pourquoi il manquait des parties des corps des victimes. Il expliquera qu'il s'adonnait au cannibalisme et qu'il souhaitait connaître leur goût. Oui, vous avez bien entendu. Le 6 janvier 1990, Arthur Shawcross est inculpé de 10 chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans le comté de Monroe et de 1 chef d'accusation de meurtre au premier degré dans le comté de Wayne pour le meurtre d'Elizabeth Wilson. Le procès d'Arthur Shawcross débute le 1er octobre 1990. Durant le procès, la défense va tenter de prouver qu'Arthur Shawcross était atteint de démence suite à ses multiples traumatismes à la tête et de ce fait ne pouvait en aucun cas être reconnu responsable de ces meurtres. De son côté, le procureur tentera de prouver qu'Arthur Shawcross était entièrement en possession de ses moyens durant les meurtres. Le procès va durer 10 semaines, durant lesquelles les spécialistes, les psychiatres et les témoins vont se succéder à la barre. Le 13 décembre 1990, après 6h30 de délibération, le jury reconnaît Arthur Shawcross coupable des 10 chefs d'accusation de meurtre. Le 1er janvier 1991, Arthur Shawcross est condamné à 250 ans de prison. Le 29 mars 1991, il plaide coupable pour le meurtre d'Elizabeth Gibson dans le comté de Wayne et est condamné à perpétuité. Arthur Shawcross purgera sa peine dans le pénitencier de Sullivan, dans l'État de New York. De nombreuses zones d'ombre existent encore autour du cas Arthur Shawcross, surtout sur le nombre réel de ses victimes et sur les raisons réelles de ses actes. Mais nous ne connaîtrons jamais la vérité entière puisque Arthur Shawcross emportera son secret dans sa tombe le 10 novembre 2008 suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 63 ans.
Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire d'Arthur Shawcross, surnommé The Genesee River Killer, où l'histoire d'un cerveau dérangé et maintes fois diagnostiqué comme tel, mais laissé par négligence en liberté, rôder dans les rues des villes, détruisant de nombreuses vies et de nombreuses familles sur son passage. Arthur Shawcross a traumatisé l'État de New York à son époque et continue à être une blessure non cicatrisée pour le pays tout entier. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.